Salut tout le monde, moi c'est Gabriel et voici ma camarade Louise. Aujourd'hui, on est là pour vous aider à réviser votre BIA, c'est-à-dire le brevet d'initiation aéronautique. Et plus précisément, on va parler de l'histoire et de la culture de l'aéronautique. Salut à tous. Comme l'a dit Gabriel, on va plonger ensemble dans l'univers de l'aéronautique en discutant à deux. On a préparé pas mal de choses et on va partager avec vous ce qu'on a découvert. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode consacré au début de l'aéronautique. Depuis la nuit des temps, l'être humain rêve de quitter le sol, de s'élever dans les airs, d'explorer le ciel comme les oiseaux. Ce rêve, on le retrouve dans de nombreuses légendes et mythes anciens. Que ce soit Icare qui tente de voler avec des ailes de cire, ou encore Hermès, le dieu messager grec, qui porte des sandales ailées pour traverser le monde en un instant. Ces récits montrent bien à quel point l'idée de voler est profondément ancrée dans notre imagination. Mais alors, comment est-on passé de ces récits imaginaires à une réalité technique ? À quel moment le rêve a-t-il commencé à prendre forme dans le monde réel ? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans l'épisode 1, du mythe à la réalité. Un voyage entre croyances anciennes et première tentative humaine de conquérir le ciel. Installez-vous bien, le décollage commence maintenant. Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un rêve très ancien, celui de voler. Oui, bien avant les avions, l'idée de s'élever dans les airs existait déjà. C'est même un thème qu'on retrouve dans les mythologies. Par exemple, les dieux messagers comme Hermès chez les Grecs ou Mercure chez les Romains étaient représentés avec des ailes. Ils incarnaient cette envie d'aller vite, de se déplacer dans les airs. C'est fou de voir que ce rêve est aussi vieux que l'humanité. Aujourd'hui, grâce à l'aéronautique, il est devenu réalité. Alors on va se pencher sur un lien assez fascinant, celui entre l'aéronautique et un des mythes les plus connus de l'Antiquité, celui de Dédale et Icare. Oui, c'est une connexion intéressante. On pense souvent à la technologie, aux équations, mais on oublie que le rêve de voler est d'abord une histoire très ancienne. Exactement. Pour résumer rapidement, Dédale est un inventeur de génie, emprisonné en Crète avec son fils Icare. Pour s'échapper, il a une idée incroyable, fabriquer des ailes avec des plumes et de la cire. Et c'est là que le drame se noue. Dédale prévient son fils, ne vole ni trop bas, près de l'humidité de la mer, ni trop haut, près de la chaleur du soleil. Mais Icare, grisé par le vol, oublie les conseils de son père. Il s'approche trop du soleil, la cire fond, et il tombe dans la mer. C'est une histoire tragique, bien sûr, mais c'est aussi, d'une certaine manière, le premier récit que nous ayons d'un homme qui vole grâce à la technologie. C'est un point crucial. Ce mythe a nourri l'imaginaire de tous ceux qui ont rêvé de voler pendant des siècles. On pense bien sûr à Léonard de Vinci et à ses dessins d'ornithoptères, ces machines à ailes battantes. Il était clairement hanté par cette idée de reproduire le vol des oiseaux, tout comme Dédale. Tout à fait. Le mythe a servi à la fois de source d'inspiration et de mise en garde. Il représente cette ambition humaine de dépasser nos limites, mais aussi le danger de ce qu'on appelle l'hubris, la démesure, l'excès de confiance. Et cette leçon est toujours au cœur de l'aéronautique moderne. Chaque ingénieur, chaque pilote sait qu'il faut un équilibre parfait entre l'audace et la prudence. La chute d'Icare, c'est une métaphore de ce qui arrive quand on ignore les lois de la physique, ou les limites de sa machine. C'est donc bien plus qu'une simple histoire. C'est un récit fondateur pour l'aéronautique. Il contient à la fois le rêve et le cauchemar, l'ingéniosité et la nécessité de l'humilité face aux éléments. En conclusion, on peut dire que le mythe de Dédale et Icare n'est pas juste une anecdote historique. Il symbolise l'essence même de la conquête de l'air, une quête d'élévation qui exige à la fois un immense génie et un profond respect des règles. Alors, aujourd'hui, on va décortiquer un sujet fascinant, l'héritage de Léonard de Vinci dans l'aéronautique moderne. On pourrait croire que ces dessins de machines volantes ne sont que des curiosités historiques, mais des projets très récents montrent que ces idées, vieilles de plus de 500 ans, sont toujours d'actualité. Ah oui, c'est surprenant. On imagine ces croquis dans des musées, mais l'idée qu'on les teste concrètement avec la technologie moderne, c'est autre chose. Alors, de quoi parle-t-on exactement ? Eh bien, prenons l'exemple de sa fameuse vis aérienne, souvent vue comme l'ancêtre de l'hélicoptère. Des ingénieurs de l'université du Maryland ont voulu vérifier si le concept était viable. Ils ont donc construit un drone, le Crimson Spin, avec des matériaux modernes. Et ça a fonctionné ? Un drone basé sur un dessin du XVe siècle ? Oui, et plutôt bien. L'appareil est opérationnel. La différence majeure, c'est qu'au lieu d'une seule grande vis comme l'imaginait de Vinci, ils en ont utilisé 4, plus petites, et en rotation rapide, un peu comme un quadricoptère classique. Ça montre que le principe de base de la portance par rotation était juste.
même s'il a fallu l'adapter avec la technologie d'aujourd'hui pour que ce soit stable et efficace. D'accord, donc l'idée fondamentale était bonne, mais pas directement applicable avec les moyens de l'époque. C'est une belle réhabilitation de son génie. Exactement. Et cette inspiration n'est pas que théorique. Un autre exemple, plus personnel cette fois. Un jeune passionné d'aviation en Italie a construit son propre drone, en s'inspirant directement des dessins du Codex Atlanticus de Léonard de Vinci, avec l'aide du Musée des sciences de Milan. Pour lui, c'est un hommage direct au maître. C'est une histoire assez incroyable en fait. Ça montre que son influence dépasse le cadre de la recherche universitaire pour inspirer les jeunes générations, les futurs pilotes et ingénieurs. Tout à fait. Et ça ne s'arrête pas là. Un documentaire récent explique que l'étude du vol des oiseaux, une véritable obsession pour De Vinci, est en train de redevenir une piste majeure pour l'aéronautique du futur. On parle de biomimétisme, c'est-à-dire imiter la nature pour innover. Et De Vinci était un pionnier dans cette démarche. Donc, ce n'est pas seulement ses machines, mais aussi sa méthode d'observation, qui reste pertinente. Et on voit que son nom est toujours une référence, comme avec l'association LE_OFLY du pôle Léonard de Vinci, qui rassemble des étudiants autour de projets aéronautiques. C'est ça. Pour résumer, l'héritage de Léonard de Vinci en aéronautique est bien vivant. D'un côté, on a des tests concrets de ces concepts, comme la vis aérienne, qui sont adaptés avec des technologies modernes. De l'autre, son approche, basée sur l'observation minutieuse de la nature, inspire directement les innovations de demain. Finalement, ça prouve que certaines idées visionnaires ne sont pas fausses, elles sont simplement en avance sur leur temps. Il ne leur manquait que la technologie pour devenir réalité, et c'est ce qui est en train de se passer, 5 siècles plus tard. Tu savais qu'au XVIIe siècle, certains pensaient que voler, c'était carrément impossible? Oui, d'ailleurs, René Descartes, un philosophe et scientifique français qui était super connu à l'époque, était de cet avis. Il pensait que le corps humain n'était pas assez fort pour voler, pas vrai? Exactement. Et il faut dire qu'à son époque, dans les années 1600, il n'y avait ni moteur ni machine capable de faire décoller quoi que ce soit. Pour Descartes, tout devait être expliqué par la science et la logique. Alors voler, avec les moyens du XVIIe siècle, c'était juste impensable. Mais ça n'a pas empêché certains de tenter leur chance. Plein de passionnés, un peu fous parfois, ont quand même voulu toucher le ciel. On va s'intéresser aujourd'hui à une histoire assez méconnue des débuts de l'aéronautique, celle d'un certain Besnier en France, en 1678. C'est bien avant les frères Montgolfier. 1678 ? C'est plus d'un siècle avant le premier vol en montgolfière. On est en plein règne de Louis XIV. L'idée même de vol humain était alors considérée comme purement fantastique, non ? Exactement. Et pourtant, ce Besnier, qui était serrurier de profession à Sablé, a conçu une machine volante. D'après les recherches qu'on a pu faire, notamment en se basant sur un article du Journal des savants de l'époque, son appareil se composait de 4 ailes. 4 ailes, c'est-à-dire comment est-ce que c'était censé fonctionner ? Alors c'était assez ingénieux. Il s'agissait de 2 grandes tiges en bois que l'utilisateur portait sur ses épaules. À chaque extrémité de ces tiges était fixée une aile en taffetas, donc un tissu léger. Les 2 ailes avant étaient actionnées par un mouvement des mains et les 2 ailes arrière par un mouvement des pieds. Ah oui, donc une coordination main-pied pour imiter le battement d'ailes d'un oiseau. C'est une approche biomimétique très précoce. Le but était de voler ou de planer. Le but était plutôt de planer. L'appareil n'était pas conçu pour décoller du sol par la seule force humaine. Les expériences consistaient à se lancer d'un point élevé, comme un toit de maison ou une colline, pour ensuite planer sur une courte distance, par exemple pour traverser une rivière. Il fallait un sacré courage pour tester un tel engin. On a des preuves concrètes que ça a fonctionné, qu'il a réussi à planer. Il n'y a pas de preuve formelle d'un vol significatif ou d'un succès retentissant. Cependant, l'importance de l'invention de Besnier ne réside pas tant dans sa performance que dans son existence même. C'est l'une des toutes premières tentatives documentées et illustrées de vol humain à l'aide d'un dispositif mécanique. C'est un point très important. Ça démontre l'esprit d'innovation du XVIIe siècle, une période où la science commençait vraiment à explorer de nouvelles possibilités et à remettre en question ce qui était considéré comme impossible. Tout à fait. Et même si sa machine était primitive, elle posait les bases conceptuelles de l'aviation future. L'idée d'utiliser des structures ressemblant à des ailes pour générer de la portance et contrôler une trajectoire dans les airs est au cœur de l'aéronautique moderne. En conclusion, l'histoire de Besnier est un excellent rappel que les grandes inventions ne sortent pas de nulle part. Elles sont le résultat d'une longue chaîne d'idées, de tentatives et même d'échecs, menées par des pionniers audacieux bien avant que la technologie ne soit mûre. Un jalon important, même s'il est souvent oublié. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant. Les débuts de l'aviation, bien avant les frères Wright.
On va se pencher sur le cas du marquis de Bacqueville et sa tentative de vol en 1742. 1742, c'est vraiment tôt. On est plus de 150 ans avant le premier vol réussi des frères Wright. Alors, qui était ce marquis? Jean-François Boivin de Bonnetot, le marquis de Bacqueville, était un noble normand né en 1688. Issu d'une famille influente, il a eu accès à une bonne éducation et aux ressources nécessaires pour explorer ses passions, notamment la science et l'ingénierie. D'accord, donc ce n'était pas juste un excentrique, mais quelqu'un avec un certain bagage intellectuel et les moyens de ses ambitions. Exactement. Et son ambition, c'était de voler. Le 19 mars 1742, à Paris, il a décidé de mettre son plan à exécution. Il a conçu une sorte d'appareil, avec des ailes attachées à ses bras et à ses jambes, en s'inspirant directement du vol des oiseaux. C'est l'approche classique des premiers pionniers, l'ornithoptère, si on veut. Et comment s'est déroulée cette tentative? Il a choisi un point de départ assez spectaculaire. Le toit de l'hôtel de Bouillon, qui se trouvait à l'angle de la rue des Saints-Pères et du quai des Théatins, l'actuel quai Voltaire. Une foule s'était rassemblée pour assister à l'événement. J'imagine la scène. Il saute, et ensuite? Eh bien, contre toute attente, il a plané. Il a parcouru une distance d'environ 300 mètres au-dessus de la Seine, ce qui est remarquable pour l'époque. 300 mètres, c'est impressionnant. Mais la recherche indique qu'il y a eu un problème à l'atterrissage, n'est-ce pas? Oui, c'est là que ça se complique. Il a fini par s'écraser sur un bateau lavoir amarré sur la Seine. Bilan, une jambe cassée. Donc, un succès partiel, on pourrait dire. Un succès en termes de distance parcourue, mais un échec en termes de sécurité et de contrôle. Malgré tout, cet événement a dû avoir un certain retentissement. Absolument. Il faut replacer ça dans le contexte du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Il y avait un intérêt croissant pour la science et la mécanique. La tentative de Bacqueville, même si elle s'est mal terminée, s'inscrit dans un mouvement plus large de pionniers, qui explorait les principes de l'aérodynamique. La recherche mentionne d'autres figures comme le serrurier Besnier ou les inventeurs Launois et Bienvenu. Bacqueville n'était donc pas un cas isolé. Non, il faisait partie de cette vague d'innovateurs. Son exploit, bien que n'étant pas un vol contrôlé et soutenu, a eu un impact culturel. Il a montré que le vol humain n'était peut-être pas un rêve si inaccessible. Il a nourri l'imagination collective et a sans doute encouragé d'autres à poursuivre dans cette voie. Donc on peut voir son héritage non pas dans la réussite technique de son vol mais dans l'inspiration qu'il a fournie. C'est tout à fait ça. Chaque tentative, même ratée, est une pierre ajoutée à l'édifice de la connaissance. L'audace de Bacqueville a contribué à faire de l'aviation un champ d'études et d'expérimentation sérieux, qui a finalement mené au succès que l'on connaît. En conclusion, l'histoire du marquis de Bacqueville est un excellent rappel que le progrès est fait d'une succession d'essais, d'erreurs et surtout, de beaucoup de courage et de persévérance. Un pionnier qui mérite d'être connu. Et voilà, notre premier épisode touche à sa fin. Aujourd'hui, on a vu que depuis l'Antiquité, l'homme rêve de voler. Ce rêve s'est d'abord exprimé à travers les mythes, les dieux ailiers, les légendes, mais très vite, il est devenu un objectif concret. Et justement, dans le prochain épisode, nous verrons comment ce rêve a commencé à prendre forme grâce aux aérostats. On parlera des montgolfières, des ballons à gaz, c'étaient les tout premiers engins capables de s'élever dans le ciel sans battre des ailes. Rendez-vous donc très bientôt pour découvrir cette nouvelle étape passionnante de l'histoire de l'aéronautique. En attendant, continuez de lever les yeux vers le ciel, l'aventure ne fait que commencer.